Bonsoir à tous, je suis Valérie Berthaud, présidente de 3AED IHEDN, anciennement à HEAR, et nous menons un cycle de conférences mensuelles avec l'AAT maintenant depuis plusieurs années. Nous avons la joie et l'honneur d'accueillir ce soir le docteur Pierre Razou, que j'aurai l'occasion de présenter, et il va aborder un sujet d'actualité très Plutôt. brûlante, on va Ouais. dire, qui concerne la guerre entre Israël et le Hamas, décryptage et conséquences. Le 7 octobre a rebattu les cartes, le 7 octobre 2023, donc c'est une actualité toute fraîche, complètement mouvante, qui s'inscrit dans un long cycle de tensions de plusieurs dizaines d'années et où on voit des positions se reprendre, les États-Unis, la Chine, les pays du Golfe, l'Iran, l'Europe, qui prennent des positions, et on est dans un paysage qui est en complète recomposition. On rebat les cartes et vous allez nous aider à comprendre ou à mieux lire ce qu'il se passe actuellement, qui est de la plus haute importance. Ma conviction personnelle, c'est que ça aura un impact sur la durée, sur l'ensemble de nos pays. Alors, quelques mots sur votre parcours et l'AAT avec Alcimède. On est et 3AED, on est très honorés de vous accueillir. Vous êtes directeur académique de la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques, FMES pour les intimes. Vous avez un très long parcours, notamment à l'IRSEM, mais aussi au Collège de défense de l'OTAN, à la délégation des affaires stratégiques du ministère de la Défense, et vous êtes aussi auditeur de la 67e session nationale de l'IHEDN, mais vous êtes surtout professeur, vous enseignez à l'école de guerre, au collège de défense de l'OTAN, à Sciences Po Aix, à HEC, etc. Vous interviewez, vous faites beaucoup d'interviews et d'interventions. C'est une immense chance de vous avoir ce soir parce que votre agenda est extrêmement pris du fait de l'actualité. Vous êtes un expert reconnu sur les enjeux du Moyen-Orient. Et vous avez écrit de nombreux ouvrages, dont un récemment qui s'appelle Tsahal, Nouvelle histoire de l'armée israélienne aux éditions Perrin, et La guerre Iran-Irak, première guerre du Golfe, qui est publié aux presses de Harvard, qui est publié en anglais et en français. Et puis d'autres ouvrages. Vous êtes aussi concepteur de Wargame. Bref, nous avons avec nous ce soir un éminent expert reconnu au niveau national et international sur les questions de tension au Moyen-Orient. Pierre, c'est une joie de vous accueillir. Je vous passe la parole. Merci à vous, merci à l'association et puis merci à l'IHEDN donc de cette invitation et de la confiance. Ce que je voulais dire de manière préliminaire, c'est que ce que je vais faire ce soir, je vais essayer de décrypter avec vous factuellement ce qui se passe, stratégie des uns et des autres. Donc je vais me mettre tête entre guillemets du Hamas et des Palestiniens, des Israéliens, et je vais essayer de vous expliquer comment je comprends les enjeux et les conséquences de ce qui se passe aujourd'hui à Gaza et autour de Gaza. Donc je le fais de manière, j'essaye totalement dépassionnée, non émotive et en respectant, j'allais dire, mon ADN de chercheur et d'expert pour essayer vraiment de vous donner des clés pour comprendre par vous-même et essayer de voir ce qui se passe. Et puis après, pendant la question des questions-réponses, on va pouvoir échanger et vous me direz ce que vous voulez. Donc, je commence tout de suite. C'est une carte d'Israël qui va vous sembler peut-être inhabituelle parce que, en fait, je l'ai mis sur le plan horizontal parce que quand vous faites de la géopolitique, il faut tourner les cartes dans tous les sens. Donc là, par exemple, c'est la manière dont les Jordaniens voient ce qui se passe aujourd'hui en Israël et donc se disent, ben voilà le champ. Je mets cette carte aussi parce que tout le monde, parmi vos auditeurs, ne connaît pas forcément la zone d'opération. Aujourd'hui, la bande de Gaza, sur ce que vous voyez sur cette carte, c'est la petite bande rouge qui marquait bande de Gaza au milieu. Et c'est pour vous montrer qu'en fait, c'est un tout petit territoire par rapport à Israël et au territoire de l'autorité palestinienne qui sont eux-mêmes de taille réduite par rapport à l'ensemble de la région et notamment du Moyen-Orient. Donc, ce que vous voyez sur cette carte, c'est donc en rouge la bande de Gaza. C'est là que se passent aujourd'hui les combats, l'affrontement.
Les petits drapeaux israéliens représentent le nombre de divisions israéliennes qui sont mobilisées et actives sur le front. Donc, vous voyez qu'il y en a 3 engagées sur la bande de Gaza. Il y en a 3 qui sont sur la Cisjordanie ou à côté de la Cisjordanie et qui interviennent ponctuellement pour essayer d'éviter que la Cisjordanie ne devienne un second front. Et vous en avez 3 au nord, c'est-à-dire à droite pour vous sur la carte, qui sont de manière préventive positionnés à la frontière nord face au Liban et face au Hezbollah, mais j'y reviendrai un peu après. Ce que cette carte vous montre, c'est que finalement, dans le cadre de la guerre à Gaza, bien sûr, il y a Israël, bien sûr, il y a le Hamas et les Palestiniens, mais bien sûr, il y a aussi l'Égypte. Et que l'Égypte est en fait le voisin immédiat de la bande de Gaza, et que donc tout ce qui se passe dans la bande de Gaza a un impact absolument direct et crucial sur l'Égypte, dont le maréchal Sissi vient d'être réélu triomphalement. Ce qui n'était pas évident, non pas en termes d'élection, mais la vraie question, c'était est-ce que le commandement suprême des forces alliées égyptiens, un petit peu une sorte d'émanation postmoderne des janissaires, allait finalement autoriser Sisi à se représenter, ou bien est-ce qu'ils n'allaient pas plutôt lui dire, écoutez, vu le contexte et tout, on a une nouvelle figure qui est elle aussi, bien sûr, issue du Conseil suprême des forces armées, pour faire simple, un autre général, mais qui, compte tenu des difficultés intérieures égyptiennes, serait peut-être le plus à même de répondre aux enjeux. Et non, là, le Conseil suprême des forces armées a dit non, non, Sisi, vous continuez. Mais vous continuez, mais on vous fait confiance évidemment pour éviter de récupérer dans la bande de Gaza ou ailleurs des citoyens gazaouis. Parce que ce qui est clair, c'est que si les Gazaouis qui seraient réfugiés, qui quitteraient à la suite des bombardements, des combats à la bande de Gaza, venaient dans la péninsule du Sinaï, c'est-à-dire ce que vous voyez sur votre carte en haut à droite, enfin, en tout cas à gauche, pardon, clairement, ce serait un très mauvais signal et en tout cas une très mauvaise nouvelle pour les Égyptiens parce que les Gazaouis, globalement le Hamas, est assimilé aux frères musulmans, sont une menace existentielle pour le pouvoir égyptien aujourd'hui parce qu'ils véhiculent l'islam politique qui est une contestation et qui est une option divergente par rapport au type de pouvoir que promeut Sisi. Et donc, il ne faut pas que les Gazaouis viennent chez nous, en Égypte. Donc, évidemment, le maréchal Sissi, qu'est-ce qu'il dit à tout le monde, aux Européens, aux Américains, aux Israéliens et à ses voisins? C'est si vous décidez d'évacuer les réfugiés de Gazaouis chez moi, ben, ils ne vont pas rester longtemps chez moi. En fait, moi, je vais les instrumentaliser et je vais les envoyer à travers la Méditerranée vers la Turquie, puisque la Turquie du président Erdogan se présente comme un vaillant supporter du Hamas, et bien qu'il les prenne chez lui, ou bien tout simplement vers les Européens, et là, toute une négociation sur, si vous ne voulez pas que je vous les envoie, il va falloir payer très cher, et donc m'aider à résoudre mes problèmes économiques. Par rapport à cette carte aussi, ce que chacun doit conserver en tête, cette guerre qui se passe aujourd'hui entre Israël et le Hamas, avec un risque d'extension au Hezbollah et donc indirectement à l'Iran, c'est la première guerre dans laquelle Israël est confronté à un adversaire, en tout cas aux alliés d'un adversaire qui est au seuil nucléaire avec un Iran au seuil nucléaire. C'est la première fois. En 2006, l'Iran n'était pas au seuil nucléaire, etc. Donc là, ça change complètement la donne. Ce qui veut dire que le mode de réaction, et on le voit très bien sur le front nord, il y a peu de risque d'extension du conflit, même s'il y a des escarmouches tous les jours, parce que chacun, c'est-à-dire à la fois le Hezbollah et l'Iran d'un côté, Israël de l'autre côté, reste soigneusement, entre guillemets, dans les clous pour effectuer le service minimum, si on peut dire ainsi, et s'assurer qu'il n'y ait pas de risque d'escalade. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est que c'est la première fois qu'Israël fait la guerre alors que son archi-adversaire, l'Iran, est aujourd'hui au seuil nucléaire. Quelques cartes pour ceux qui ne connaissent pas très bien la région et qui ont du mal à se faire une idée, pour vous montrer ce qui s'est passé. Donc, initialement, on a l'offensive terroriste du Hamas les 7 et 8 octobre de cette année, et qui est partie de la bande de Gaza, qui a pris par surprise, on y reviendra tout à l'heure peut-être, notamment dans les questions-réponses,
pourquoi Israël a été surpris. Donc, les flèches noires vous montrent les axes de pénétration de l'offensive du Hamas. Donc, il y a à peu près 3000 combattants du Hamas qui ont franchi la frontière dans plusieurs points, au-dessus de la frontière, par les postes de passage traditionnels, et qui se sont répandus sur une bande d'à peu près, on va dire, une vingtaine de kilomètres, 20-25 kilomètres autour de la bande de Gaza, pour s'emparer de tous les villages, les kibbutz que vous voyez là sur la carte. Au passage, et dans un premier temps, ce qu'il faut expliquer là d'emblée, c'est qu'en fait, les Israéliens qui ont été massacrés ces 2 jours-là ne sont pas en fait ni des colons, ni des gens qui contestaient le droit à un État de l'État palestinien, mais paradoxalement, ce sont des membres de kibbutz, des membres de petites communautés agricoles, pour le dire autrement, des membres de la gauche israélienne qui, au contraire, étaient très favorables à une négociation avec les Palestiniens et qui pensaient eux-mêmes que la Palestine devait avoir un État tôt ou tard. Donc, en fait, le paradoxe et ce qui a été un choc fondamental chez les Israéliens, c'est que, alors que tout le monde s'attendait à ce que les victimes d'une hypothétique offensive majeure du Hamas ou du Hezbollah soient par exemple des colons, donc qui soient dans des territoires occupés, là, pas du tout. Là, les victimes, ce sont des Israéliens qui étaient en territoire purement israélien et qui revendiquaient aucunement les théories ni du Grand Israël, ni rien du tout. Donc, en fait, pour le dire simplement, c'était quasiment les plus pro-palestiniens qui se sont fait massacrer par le Hamas. Donc, évidemment, ça a créé un véritable trauma chez les Israéliens. Donc, dans le timing, quels étaient les buts de guerre du Hamas? Mon point de vue, enfin ma compréhension, c'était remettre, d'abord littéralement sidérer les Israéliens, les Palestiniens et la communauté internationale pour leur dire, regardez dont est capable, militairement parlant, si on peut dire, le Hamas. C'est-à-dire humilier les services de sécurité et l'armée israélienne pour leur dire, vous avez peut-être l'armée la plus puissante du Moyen-Orient, mais vous n'avez rien vu venir et nous avons été capables de vous infliger des dommages énormes à l'échelle de cela. Donc, les buts de guerre, c'était remettre le dossier palestinien sur le devant de la scène et sur le dessus de la pile. Pourquoi? Parce qu'on était dans un contexte où finalement, depuis 2 décennies, Israël se satisfaisait du statu quo, les voisins aussi, les Occidentaux et les Américains aussi, et où finalement le dossier palestinien, et donc celui du Hamas aussi, était devenu une sorte de dossier à gérer ou d'une manière ou d'une autre, et où finalement le statu quo pouvait être maintenu un certain temps. Le but fondamental de guerre, c'était stopper le processus de rapprochement et de normalisation entre l'Arabie saoudite et Israël, qui était en backup, j'allais dire, des négociations qui se passaient entre l'Arabie saoudite, les États-Unis, l'Arabie saoudite et la Chine, pour finalement les Saoudiens cherchant à la fois un programme nucléaire civil et des assurances de sécurité et un véritable traité de défense et de sécurité formel et non pas informel comme auparavant. Et les Saoudiens étaient prêts pour cela à reconnaître Israël et à normaliser leurs relations avec Israël. Là, force est de constater que cette normalisation, elle est reportée au calende grec, en tout cas, elle est durablement gelée. Donc, 2 jours d'offensive, les Israéliens vont mettre pratiquement 10 jours pour reprendre le contrôle de toutes ces localités que vous voyez là sur la carte. Et au passage, militairement, c'est là où ils vont avoir les plus lourdes pertes, puisqu'ils vont perdre, enfin, ils vont dans ces combats-là. Donc, pour éliminer ceux qui sont restés, les 3000 combattants du Hamas qui ont franchi la frontière, les Israéliens vont perdre 350 soldats. Donc, c'est beaucoup. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, entre le moment où ils ont fait une incursion, où ils ont pénétré dans Gaza massivement, et aujourd'hui, donc de mi-octobre à aujourd'hui,
Dans Gaza, ils en sont à peu près à 120, autour de 120 victimes, enfin 120 soldats tués. Bon, ils en ont eu 3 fois plus en 10 jours simplement pour récupérer les kibbutz et les petits villages. Donc, dans le timing, 3 semaines de bombardement intense israélien pour se donner le temps et donner le temps au gouvernement israélien de réfléchir à la stratégie et notamment de forger un gouvernement d'urgence. Chez nous, on dirait d'union nationale, pour essayer de définir une stratégie, on fait quoi pour faire quoi, etc. Et à partir du 27 octobre, offensive majeure dans la bande de Gaza, dans un premier temps limitée à la partie nord, donc chez vous sur la carte là à droite de la bande de Gaza, avec comme stratégie de tronçonner la bande de Gaza en 3 segments, le nord, le centre, le sud, avec prise de contrôle du sud, encerclement complet de la partie nord, c'est-à-dire de Gaza City, et réduction progressive de Gaza City, où étaient réputés se situer les centres de commandement nodaux du Hamas, et notamment les principaux arsenaux, les centres de fabrication de roquettes et de missiles, les états-majors, le quartier général de la branche armée du Hamas, et les principaux centres de communication. Et en même temps, les principaux sites de population, puisque plus de la moitié de la population de la bande de Gaza, donc à peu près à l'époque, donc 2,2 millions d'habitants, une grosse moitié résidait dans Gaza City. À ce moment-là, pendant cette offensive-là, la stratégie du Hamas est assez claire, c'est d'essayer d'attirer l'armée israélienne dans Gaza pour qu'elle s'enlise dans un conflit et dans un combat extrêmement coûteux qui va devenir vite impopulaire. Et donc, en même temps que le Hamas combat, on va dire, sur le champ de bataille contre l'armée israélienne et vice-versa, une véritable guerre des médias et guerre de l'image se livre. Et là, le Hamas se dit, soutenu par Al Jazeera, le Qatar, la Turquie et l'Iran, je vais essayer et un certain nombre de médias occidentaux, je vais essayer de gagner la bataille des médias. Donc, on a d'un côté le Hamas qui essaye de faire durer les combats le plus possible pour enliser l'armée israélienne dans la bande de Gaza, en se disant, en fait, mon champ de bataille principal, c'est le front médiatique et non pas le front sur le terrain. À l'inverse, l'offensive israélienne consiste en fait à ce moment-là à accomplir 3 objectifs. Le premier stratégique, c'est rétablir une posture dissuasive, c'est-à-dire rétablir un rapport de force très favorable, en tout cas un rapport de puissance de nature à faire peur, entre guillemets, aux adversaires potentiels d'Israël pour leur dire, si jamais vous vouliez rentrer en guerre contre nous ou en tout cas lancer une nouvelle insurrection, voilà ce qui risque de se passer. Et le message il était directement destiné bien sûr aux Palestiniens de Cisjordanie et notamment à la branche du Hamas bien implantée en Cisjordanie, mais aussi aux Arabes israéliens et bien évidemment également au Hezbollah et à l'Iran, au sud Liban et au Liban. Ça, c'était l'objectif stratégique, c'est-à-dire restaurer une posture dissuasive. Les objectifs tactiques ou opérationnels étaient globalement d'affaiblir au maximum les infrastructures et le commandement et l'encadrement du Hamas. Et en même temps, c'était d'essayer de libérer au maximum les otages, entre guillemets, par la force. Donc, on en arrive à la trêve, donc à peu près 5 semaines de combats intensifs qui amènent à la trêve de fin novembre d'une semaine, où à l'issue de cette trêve, donc les combats vont reprendre parce que pendant cette trêve, un certain nombre d'otages vont être échangés entre guillemets au taux de change de 1 pour 3, c'est-à-dire 3 prisonniers palestiniens, en l'occurrence souvent des prisonnières et des enfants, et en tout cas des mineurs palestiniens échangés contre des otages israéliens eux-mêmes, essentiellement des femmes et des enfants. Et puis, reprise des combats à partir du 1er décembre. Et on est dans cette phase-là. Donc, vous le voyez sur la carte avec cette fois-ci une action de l'armée israélienne sur l'ensemble de la bande de Gaza. Et là, le narratif est en train de changer, c'est-à-dire que les objectifs sont en train de changer. Pourquoi? Parce que les États-Unis mettent une pression extrêmement forte à Israël
pour essayer de conclure un cessez-le-feu ou en tout cas de conclure les combats rapidement, si possible avant la fin de l'année 2023, c'est-à-dire avant la fin du mois de décembre. Pourquoi? Parce qu'évidemment, ça a un impact crucial sur la campagne présidentielle de Joe Biden. Joe Biden, il voit que le Parti démocrate aujourd'hui est complètement écartelé, divisé entre, pour faire simple, pro-palestinien et pro-israélien. Et donc, il dit au gouvernement israélien, bon, ben maintenant, il va falloir un petit peu accélérer le tempo parce que je ne peux pas me permettre de faire ma campagne, entre guillemets, avec une guerre qui continue de cette manière-là à Gaza. Donc, on a accélération du tempo et donc, du coup, le gouvernement israélien, le gouvernement d'urgence israélien, dit, OK, bon, clairement, l'objectif stratégique est en grande partie atteint, c'est-à-dire qu'Israël a retrouvé sa posture stratégique dissuasive et a rétabli un rapport de force qui lui est favorable et qui montre clairement à tous les adversaires potentiels d'Israël que si vous venez entrer en confrontation directe avec Israël, voilà ce qui peut vous arriver, voilà ce qui va se passer. Il faut à ce niveau-là rappeler que dans tous les pays du Moyen-Orient, on est dans une zone où ce qui compte, c'est le rapport de force, c'est la culture de la force, et où si vous affichez de la faiblesse, vous êtes mort. Ce n'est pas une prise de position, c'est juste un constat. J'ai passé les 35 dernières années de ma vie à agir et en tout cas à développer mon expertise dans tous les pays de la région. Et en fait, tous les pays de la région, qu'ils soient arabes ou israéliens ou autres, fonctionnent de la même manière. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, les faibles sont condamnés à perdre. C'est malheur aux faibles et malheur aux vaincus. Donc, peu importe les dégâts causés, il faut rétablir une posture, entre guillemets, de force. Ce qui m'amène à élargir le champ, si on peut dire, du théâtre des opérations pour maintenant vous montrer quels sont les risques d'extension. Bien sûr, le principal risque d'extension, il est en Cisjordanie, que vous voyez là sur cette même carte, on va dire allongée, présentée de manière horizontale au lieu de la montrer classiquement de manière verticale. Et toutes les petites explosions que vous voyez en fait sur cette carte sont les endroits où depuis 2 mois, il y a des affrontements récurrents, fréquents, et des opérations quasi quotidiennes de l'armée israélienne qui essaye de démanteler préventivement les cellules du Hamas, et notamment qui intervient dans les camps de réfugiés palestiniens, à tel point que quasiment tous les jours aujourd'hui, l'armée israélienne intervient en Cisjordanie parce que les autorités israéliennes ont bien compris que le risque d'extension était réel. Un sondage récent qui date de la semaine dernière, montre aujourd'hui que vous avez 72% de la population palestinienne de la bande de Gaza, pardon, de la Cisjordanie, qui souhaite la victoire du Hamas. Et je vous donnerai ensuite des chiffres à la fin de cette petite présentation. Vous verrez des chiffres de démographie qui vous permettent de fixer quand même un certain nombre de données. Donc évidemment, ça inquiète beaucoup les Israéliens. Cette carte vous montre aussi que la Cisjordanie est un véritable archipel. C'est-à-dire que ce que vous voyez en rose ou en différentes tonalités de mauve et de rose est contrôlé physiquement par les Israéliens. Et tout ce que vous voyez dans différents dégradés de jaune est contrôlé par l'autorité palestinienne. Donc vous voyez que pour passer d'un archipel à un autre, c'est extrêmement compliqué pour les Palestiniens. Donc aujourd'hui, la situation est extrêmement volatile en Cisjordanie et de ma compréhension, c'est que s'il y a un risque d'extension, il est beaucoup plus là que sur le nord face au Hezbollah, où on en parlera après. Le Hezbollah et l'Iran n'ont aucun intérêt à étendre le conflit et à créer une situation de conflit entre Israël et le Hezbollah au Liban. Ce qui m'amène à parler des dilemmes du Premier ministre israélien, donc Benjamin Netanyahou. Le problème aujourd'hui de Netanyahou, c'est comment rester au pouvoir à n'importe quel prix. C'est-à-dire que Netanyahou sait que avant même le déclenchement de la guerre, avec sa réforme institutionnelle, judiciaire, etc.,
il était extrêmement controversé et impopulaire, mais là aujourd'hui, sa cote d'impopularité est montée à des sommets. Une grande partie, y compris des gens qui ont voté pour lui au sein du Likoud ou au sein des mouvements, enfin au sein du Likoud, veulent son départ. Donc aujourd'hui, il est soutenu majoritairement par une petite partie du Likoud et par les mouvements extrémistes sionistes religieux qui l'ont soutenu et avec qui il a fait une coalition. Je vous montrerai un slide tout à l'heure. Son deuxième objectif, donc il sait que si la guerre s'arrête, il y aura une commission d'enquête qui sera nommée quasiment le lendemain ou le surlendemain. Et cette commission d'enquête, comme il y a eu en 1973, en 1982, en 2006, à chaque fois qu'Israël a subi un échec cuisant, et que cette commission d'enquête sera impitoyable pour lui et donc provoquera très certainement son départ. Et comme il est soumis à un certain nombre de procès judiciaires, évidemment, il veut rester au pouvoir. Donc lui, ce qu'il faut comprendre, c'est que son intérêt est de faire durer la guerre. Son deuxième dilemme, c'est comment gérer la guerre contre le Hamas. C'est tout ce que je viens de dire, mais c'est y compris dans une logique économique et financière. D'après un rapport de l'équivalent de la Cour des comptes israélienne qui est sorti il y a 2 semaines, la guerre, la semaine dernière, coûtait ou aurait coûté environ 55 milliards de dollars à Israël et provoque une baisse importante de l'activité économique parce qu'une grande partie de la population est sous les drapeaux mobilisés. Donc là, les Israéliens ont mobilisé plus de 350 000 réservistes. C'est énorme. Ça n'avait jamais été fait depuis 2006 et ensuite depuis 1982. Et on assiste à la fuite des investisseurs étrangers, y compris américains et asiatiques, qui n'investissent plus en Israël. Et pour Netanyahou, ce qui est crucial, c'est de donner d'Israël l'image de la Startup Nation, c'est-à-dire la nation qui vous permet de valoriser vos investissements et de développer la high-tech. Là, en ce moment, on va dire que les capitaux fuient Israël. Donc, ce n'est pas du tout une bonne nouvelle pour lui. Autre dilemme, comment contrer l'Iran et le Hezbollah et éviter que l'Iran ne franchisse le seuil nucléaire, puisque l'Iran est clairement au seuil nucléaire. Autre dilemme, comment rester l'allié spécial des États-Unis dans la région? C'est tout ce que je viens de dire. On voit bien qu'aujourd'hui, les États-Unis, notamment le président Biden et Anthony Blinken, le secrétaire d'État, exercent une pression extrêmement forte sur Netanyahou. Et comment garder les investissements américains et européens en Israël? C'est toute la thématique de la croissance économique que je vous ai développée tout à l'heure. Un de mes messages principaux ce soir, c'est de vous montrer qu'en fait, des deux côtés, aussi bien du côté israélien que du côté palestinien et du Hamas, en fait, tout le monde est extrêmement divisé et personne n'est d'accord sur la stratégie à utiliser. Donc, cette diapositive essaye de vous montrer, donc il se focalise aujourd'hui sur, on va dire, la scène politique israélienne au sein même du gouvernement dit d'urgence. Pour vous montrer qu'il y a, pour faire simple, deux grands camps qui s'affrontent. À droite, vous avez, on va dire, les faucons et les idéologues. Donc, vous avez en tête Benjamin Netanyahou, vous avez Yoav Gallant, qui est son ministre de la Défense, un ancien chef d'état-major des armées qui est devenu son ministre de la Défense, qui avait rejoint le Likoud il y a fort longtemps, et qui sait que lui, il est dans le même bateau que Netanyahou, c'est-à-dire que le jour où il y aura une commission d'enquête, lui, il sera dans la charrette et il fera partie de tous ceux qui seront politiquement éliminés du gouvernement. Donc lui, son intérêt, c'est comme Netanyahou, c'est que la guerre dure et qu'Israël atteigne au maximum les objectifs qu'elle s'est donnés. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, dans son nouveau narratif, pour essayer de rester en cohérence avec la pression américaine, le gouvernement israélien d'urgence a dit, bon, la priorité à Gaza maintenant, c'est d'éliminer Yahya Sinwar et on va dire et ses adjoints opérationnels, c'est-à-dire en fait le chef de la branche armée du Hamas. Sous-entendu, les Israéliens ont réussi à quand même très sensiblement affaiblir la branche armée du Hamas, mais comprennent bien qu'on ne peut pas éliminer une idéologie et qu'on ne peut pas éliminer le Hamas. Donc, ils cherchent à lui porter des coups extrêmement sévères et ensuite à créer les conditions d'un narratif
qui leur permettent de dire, au fond, on a réussi nos objectifs, on a éliminé le chef de la branche armée, donc maintenant on peut concéder un cessez-le-feu et on peut discuter. Dans ce camp, on va dire, des faucons et des idéologues, vous avez Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir, qui sont les deux ministres qui font beaucoup parler d'eux, qui sont des ultra-sionistes religieux, qui, eux, sont globalement sur un tempo extrêmement dur, sans la moindre concession pour les Palestiniens, pour favoriser au maximum les colons, et qui donc rajoutent de l'huile sur le feu tant qu'ils peuvent. Et donc ce camp-là dit évidemment, nous ne nous arrêterons pas tant que nous n'aurons pas anéanti le Hamas et tant que nous n'aurons pas repris le contrôle de la totalité de la bande de Gaza. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce camp-là, on retrouve bien sûr aussi les familles des kibbutzniks et donc des habitants des kibbutz qui ont été massacrés, mais paradoxalement aussi les acteurs de la série Fauda, donc, que je vous conseille ardemment. C'est une excellente série qui permet de comprendre l'infiltration de forces spéciales israéliennes dans les milieux palestiniens ou arabes. Et ce qui est intéressant, donc, c'est que toute l'équipe de cette série a été mobilisée sur le front. Aujourd'hui, vous avez l'un des producteurs qui est décédé, c'est-à-dire il est mort au combat. Vous avez un acteur qui a été blessé. Et donc, ces acteurs-là et cette équipe-là de Fauda qui était plutôt étiquetée plutôt à gauche, en France, on dirait plutôt tendance bobo, au lieu d'être, disons, du côté plutôt de l'autre côté, elle est clairement pour dire non, non, il faut finir le travail et il faut éliminer le Hamas tant que c'est possible. De l'autre côté de l'échiquier, c'est pas politique parce qu'en fait, tous ces gens-là sont dans le même gouvernement d'urgence. Donc, c'est pour vous montrer qu'en fait, tous ces gens-là se côtoient quotidiennement et discutent et négocient toute la journée. Donc, de l'autre côté ce paysage, vous avez ce que j'appellerais les pragmatiques et les sécuritaires, c'est-à-dire plutôt des gens issus de l'armée, des anciens militaires, des anciens généraux, des anciens sécuritaires. Vous avez Benny Gantz, qui est ancien chef d'état-major des armées, ancien ministre de la Défense, ancien vice-premier ministre, qui lui a rejoint, qui était dans l'opposition et qui a rejoint le gouvernement d'union nationale, enfin d'urgence, le temps, entre guillemets, de la guerre, et qui lui est clairement sur un mode, eh bien, nous devons mener la guerre de la manière la plus rationnelle possible. De toute façon, au bout du compte, il faudra négocier avec les Palestiniens, donc ménageons-nous, pensons au jour d'après, et donc évitons de tomber dans une position radicale qui nous cornérisera et de laquelle on aura beaucoup de mal à se sortir. Vous avez aussi David Barnea, qui est l'actuel chef du Mossad et qui passe son temps à négocier aujourd'hui en ce moment enfin depuis le début de la guerre, qui passe son temps à négocier avec les Qatariens, la branche politique du Hamas, avec les Turcs, avec les Égyptiens, les Qatariens, les Jordaniens, les Américains. Vous avez en dessous Ron Dermer. Ron Dermer, c'est le ministre des Affaires stratégiques aujourd'hui en Israël, mais c'est l'ancien ambassadeur d'Israël à Washington qui lui, dit globalement, il faut tout faire pour ménager et garder le soutien des États-Unis. Donc, ne faites pas n'importe quoi, faites attention, ainsi de suite. Et à sa droite sur votre écran, vous avez Gadi Eisenkot, qui est un des grands copains de Benny Gantz, qui est lui aussi un ancien chef d'état-major des armées en Israël, et qui lui est quelqu'un d'extrêmement pragmatique, qui connaît le coût de la guerre, qui sait la dureté des combats, et qui au passage, la semaine dernière, a perdu son fils et son neveu dans les combats à Gaza. Mais malgré tout, il reste du côté des réalistes et des pragmatiques. Et puis, vous avez bien sûr les familles d'otages, sous-entendu les otages encore vivants, qui bien entendu appellent de leur vœu une nouvelle négociation pour essayer de libérer les otages. Ça, c'était côté israélien. Et là, maintenant, c'est côté palestinien. Donc, c'est ce que j'appelle la nébuleuse palestinienne. À droite, vous avez, on va dire, la tendance Fatah, OLP, canal historique. Vous avez Mahmoud Abbas, chef légitime de l'autorité palestinienne, mais qui est totalement délégitimé, Kakoshim, enfin qui est complètement hors jeu.
même s'il continue de maintenir et de contrôler d'une main de fer l'autorité palestinienne, parce que lui, il veut rester au pouvoir par tous les moyens. Et lui, il aurait déjà dû organiser une élection présidentielle au sein de la présidence de l'autorité palestinienne depuis plusieurs années. Et ces élections sont reportées sine die, toujours à chaque fois. Donc tout le monde voit bien qu'en fait, il fait partie du problème et il faut le mettre de côté. Mais évidemment, la question, c'est qui pour remplacer Mahmoud Abbas? Donc dans la partie de droite, dans la tendance OLP Canal historique, vous avez trois figures qui se dessinent. Vous avez au centre Majid Faraj, qui a été pendant assez longtemps le chef des renseignements de l'OLP. Donc en fait, le chef des services de sécurité de Mahmoud Abbas, qui a la confiance des Égyptiens et des Jordaniens et qui est un petit peu quelque part le candidat putatif qui représenterait, disons, en tout cas qui ferait l'unanimité, en tout cas des voisins. C'est-à-dire que les Égyptiens et les Jordaniens, clairement, votent Majid Faraj. À sa droite, vous avez Mohamed Dalan, qui lui est un personnage qui dirigeait la branche sécuritaire aussi des services palestiniens et de l'OLP, mais dans la bande de Gaza, avant que la bande de Gaza ne soit totalement contrôlée par le Hamas. Donc lui, pour faire simple, jusqu'en 2005, c'était un petit peu le prince de la bande de Gaza. Et puis à la suite de la prise de pouvoir du Hamas dans la bande de Gaza, il a été éjecté. Au passage, le Hamas souhaite clairement sa mort, donc cherche à l'éliminer. Donc il s'est réfugié dans les territoires, enfin à Ramallah. Et puis comme il commençait à faire de l'ombre à Mahmoud Abbas lui a dit non, non, quitte les territoires palestiniens. Donc aujourd'hui, il est réfugié aux Émirats arabes unis, à Abu Dhabi, et il est le candidat clairement des Émirats arabes unis pour la succession de Mahmoud Abbas. À sa gauche, au milieu de l'écran, vous avez Marwan Barghouti. Marwan Barghouti, c'est la figure historique tutélaire qui est aujourd'hui en prison. En fait, il est en prison depuis 2001, c'est-à-dire ça fait 22 ans qu'il est en prison, depuis le début de la deuxième intifada. Et c'est un disons, des dirigeants les plus, probablement les plus représentatifs, les plus charismatiques d'une éventuelle gouvernance palestinienne, mais donc il est en prison, entre guillemets, tenu par les Israéliens qui, pour l'instant, ne parlent pas de le libérer, refusent de le libérer parce qu'il a du sang sur les mains, il était très actif, il a été impliqué dans de nombreux attentats au début de la deuxième intifada. Et lui, il est clairement soutenu par l'Égypte aussi. C'est-à-dire que l'Égypte mise sur Majid Faraj et Marwan Barghouti. Donc ça, c'est pour le côté OLP canal historique. Côté gauche, vous avez tendance à masse. Là, vous avez deux familles, entre guillemets. Vous avez la branche armée à droite, avec en chef de file Yahya Sinwar, dont vous entendez parler depuis le 10-15 octobre, parce qu'auparavant, il était totalement inconnu dans le grand public, en tout cas dans les médias. Et donc, c'est lui qui est le chef de la branche armée du Hamas à Gaza. Donc, lui, c'est la cible numéro 1 israélienne que les Israéliens cherchent à éliminer par tous les moyens. Lui, il est soutenu par le Hezbollah et par l'Iran. En dessous de lui, vous avez Saleh al-Arouri, qui est son adjoint, mais qui, lui, n'est pas dans la bande de Gaza. Pourquoi? Parce qu'avant le déclenchement de la guerre, donc avant le 7 octobre, il s'est réfugié au sud Liban, où au passage, il est protégé par le Hezbollah. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est le plan B, c'est-à-dire en fait, il est le remplaçant de Yahya Sinwar, et donc il a été mis à l'abri au sud Liban pour, en cas de décès et d'élimination de Yahya Sinwar, qu'il prenne la suite et qu'entre-temps, il lève si possible la contestation et il anime, disons, il arrive à lever des troupes dans les camps palestiniens du sud Liban. Et puis, sur la gauche, vous avez la branche politique. Donc, la branche politique, elle a deux têtes. Enfin, en tout cas, elle a une tête officielle. C'est en bas à gauche, Ismaël Haniyeh, qui est officiellement le chef de la branche politique du Hamas, qui est actuellement est réfugié en Turquie, mais qui va souvent au Qatar. Et au-dessus de lui, vous avez Khaled Meshal, mieux connu sur son surnom de Monsieur Nespresso, pour une ressemblance avec un célèbre acteur américain, et qui, lui, vit complètement au Qatar. Et il représente la branche politique du Hamas à l'étranger, donc au Qatar.
Donc, c'est juste cette slide, en fait, cette diapo-là, et a pour but de vous montrer qu'en fait, la mouvance palestinienne est totalement divisée elle aussi, et y compris au sein du Hamas. Vous comprenez qu'il y a une rivalité entre la branche politique et la branche armée, que la branche armée, Yahya Sinwar, comprend qu'il est probablement en train de se faire sacrifier par la branche politique qui, elle, négociera après le cessez-le-feu avec les Israéliens, avec les Américains, avec les Jordaniens, avec les Égyptiens. Et que donc, lui, la branche armée risque de faire les frais de cette opération. Mais au sein même de la branche politique, vous avez une forte rivalité entre Khaled Meshal et Ismaël Haniyeh. Donc voilà, donc là, c'était pour vous dire que globalement, ben, ce n'est pas simple non plus du côté palestinien. Quelques chiffres avant de terminer pour vous comprendre, pour vous permettre de comprendre par vous-même quels sont les enjeux aujourd'hui sur le dossier israélo-palestinien et sur la suite, le jour d'après, du conflit israélo-palestinien. Donc ça, c'est quelques chiffres purement factuels que je vous laisse regarder. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en Israël, il y a 9 millions d'habitants, dont 7 millions de juifs. Sur ces 7 millions de juifs, vous en avez 1,5 million qui viennent d'anciennes URSS, dont tous ne sont pas fondamentalement juifs. Que sur ces 7 millions de juifs, vous en avez 700 000, c'est-à-dire 10%, qui vivent dans les territoires palestiniens, mais tous ne sont pas des colons, c'est-à-dire en tout cas des colons idéologiques ou idéologues. Beaucoup d'entre eux se sont installés dans les colonies entre guillemets israéliennes, notamment sur Ariel, sur Malé Adounim et quelques autres grands sites. Tout simplement parce que quand ils arrivent en Israël, le gouvernement israélien leur dit bah, écoutez, si vous voulez acheter un appartement sur la côte, c'est X. Si vous allez dans les colonies et donc dans les territoires palestiniens, bah, le prix du logement est divisé par 7 ou 8. Donc évidemment, ça séduit de nombreux nouveaux arrivants en Israël bah, qui n'ont pas les moyens de se payer un bel appartement à Netanya ou sur la côte méditerranéenne. Ces 700 000 juifs et israéliens qui vivent dans les territoires palestiniens sont répartis les 2 tiers en Cisjordanie, 1 tiers autour de Jérusalem. Et l'âge médian, et c'est important, l'âge médian des Israéliens est de 33 ans. Sur ces 9 millions d'habitants en Israël, donc vous avez 7 millions de juifs et 2 millions d'arabes israéliens, plus 8,5 millions de juifs en diaspora, essentiellement aux États-Unis, en France et dans les anciens pays de l'Union soviétique, et puis ensuite dans différents pays. Du côté palestinien, vous avez 5,5 millions de Palestiniens, c'est-à-dire moins dans l'absolu que de Juifs, sauf si vous ajoutez les 2 millions d'Arabes israéliens, auquel cas vous avez 7,5 millions de Palestiniens, c'est-à-dire plus que de Juifs israéliens, dont globalement 3,3 millions vivent en Cisjordanie et 2,2 vivaient à Gaza avant le déclenchement de la guerre, plus 6,5 millions de Palestiniens en diaspora, dont une moitié en Jordanie. Il y en a relativement peu au Liban, il en reste peu au Liban, même s'il y en a encore un certain nombre, mais la très grande proportion de Palestiniens vit aujourd'hui en Jordanie. Mais ce qui est important, c'est que l'âge médian est de 20 ans. Donc, quand vous voyez ces données numériques, vous comprenez que la solution à un État n'est pas acceptable pour les Israéliens parce que dans ce cas-là, les Palestiniens se retrouveraient majoritaires en termes de démographie et leur proportion ne cesserait d'augmenter rapidement. Donc les Israéliens, ils vous disent la solution à un État, c'est bien chez les politistes et les bien-pensants européens ou occidentaux, mais sur le terrain, franchement, ça va avoir du mal à tenir pour les raisons que vous voyez là. Deuxième option, si Israël maintient le statu quo, c'est-à-dire à l'issue des combats, globalement, bah, en fait, ne fait rien et perpétue le statu quo. Et ben, la conséquence, c'est que Israël s'isole encore plus davantage sur la scène internationale, mais c'est une option qui peut tenter un certain nombre d'Israéliens qui font le constat qu'aujourd'hui, Israël mène paradoxalement à Gaza une guerre existentielle, non pas parce que c'est l'existence d'Israël qui est menacée, mais parce que le contrat social, si on peut dire, ou le contrat politique au moment de la création d'Israël, c'était Israël est un État
qui est là pour protéger la population juive qui vient s'y installer. Donc si l'État, sous-entendu son armée, ses services de sécurité, n'est plus en mesure d'assurer la sécurité de la population civile, donc civile israélienne, le contrat est rompu. Donc dans ces cas-là, ça veut dire que ou bien, eh bien les gens quittent Israël, ou bien vont faire pression sur leur gouvernement pour prendre les mesures qui s'imposent pour que, à échéance d'au moins une génération, les Israéliens soient protégés. Et là, c'est mon côté historien qui parle. Je vois dans ce qui se passe en ce moment une similitude, en tout cas une réminiscence de la logique de ce qui se passait pendant la guerre d'indépendance d'Israël en 1947, 48, 49. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, Israël se bat finalement, c'est ma compréhension, et encore une fois, tout ce que je vous dis là n'est pas une prise de position pour donner raison aux uns ou aux autres, c'est une analyse en tant qu'historien et en tant qui essaye d'être le plus objectif possible. C'est que pour de nombreux Israéliens, pour assurer pour assurer la sécurité d'Israël, il faut redéfinir les frontières, c'est-à-dire par exemple s'assurer qu'il y ait le moins possible de Palestiniens qui restent dans la bande de Gaza ou qui aboutissent à l'annexion d'une partie de la Cisjordanie ou à la redéfinition des frontières en Cisjordanie. Ça leur rappelle en fait les débuts de la guerre d'indépendance en 1947, 48, 49, où finalement Israël a refusé, évidemment les pays arabes l'avaient refusé aussi, mais profitant du fait qu'ils étaient attaqués par les Arabes, les Israéliens, le gouvernement israélien de l'époque et les Israéliens de l'époque, en 48, 49, on dit puisque c'est comme ça, on va rejeter les frontières du plan de partage des Nations Unies, qui étaient radicalement différentes des frontières que l'on connaît aujourd'hui. Et on va, par la force, redéfinir des frontières qui nous permettent de vivre pendant à peu près une génération. Et mon impression, c'est que il y a une portion importante de la population israélienne, qu'elle soit de gauche ou de droite, peu importe, mais qui se dit finalement, quitte à être isolée, puisqu'évidemment cette option-là isolerait encore plus davantage Israël sur la scène internationale, quitte à être isolé, il vaut mieux être isolé que mort ou battu. Et puis il y a la situation ou l'option à deux États, donc qui est celle qui est privilégiée par la communauté internationale, par une partie des Israéliens aussi, mais par clairement les voisins d'Israël. Mais si on réfléchit à deux États, ce qui est donc l'option qui découle des différentes résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, ça amène toute une série de questions très concrètes pour lesquelles, au jour d'aujourd'hui, après ce qui s'est passé et vu le conflit en cours, on a du mal à imaginer les réponses. Première question, c'est quel dirigeant palestinien? Et je viens de vous expliquer tout à l'heure que ce n'est pas simple, puisque vous voyez qu'en fait, vous avez plein de prétendants potentiels, tous soutenus par des États différents, chacun essayant de pousser son propre poulain. Donc une lutte de pouvoir très très forte aujourd'hui pour savoir qui va émerger et qui va prendre le lead de la nation palestinienne. Autre question, quelle frontière? Je viens d'en parler avec la référence à la guerre de 1948-49. Qui contrôle Jérusalem, et notamment Jérusalem-Est, qui est revendiquée par les Palestiniens comme capitale naturelle de la Palestine, mais qui est réfutée par les Israéliens? Quid des réfugiés? Tous les réfugiés. Ceux qui sont déjà partis, ceux qui sont en train de partir, ceux qui pourraient partir demain, si notamment on va dire la réalité de terrain faisait que l'armée israélienne occupe durablement la bande de Gaza et finalement pousse vers la sortie les Gazaouis. Qui contrôle l'eau? Et là, vous avez tout le problème en Cisjordanie de qui établit sur les aquifères. Aujourd'hui, c'est principalement les colonies. Et donc, parce que l'eau est vitale, évidemment, dans cette partie du monde. Comment relier Gaza à la Cisjordanie, la bande de Gaza à la Cisjordanie? Ça, vous l'avez vu sur toutes les cartes, c'est un État morcelé en deux. Et puis, quelle force de sécurité pour le futur État palestinien qui soit acceptable à la fois par les Israéliens, qui soit acceptable par les voisins de cet État palestinien et par les Palestiniens eux-mêmes. Donc, vous voyez que c'est pas gagné, mais ça n'est pas impossible. Pourquoi? Parce que dans le passé,
en 2003, en pleine deuxième intifada, le premier ministre israélien de l'époque, donc Ariel Sharon, et Yasser Arafat, qui était encore vivant, avaient mandaté, alors même qu'ils se tapaient dessus de manière très très forte. Enfin, je veux dire, les Israéliens menaient une guerre intérieure cette fois-ci, c'était pas au Hamas, c'était à l'OLP, au Fatah et au Hamas, dans les territoires palestiniens. Donc en 2003, pendant presque 6 mois, deux équipes de négociateurs très complètes, israéliennes et palestiniennes, se sont rencontrées dans le plus grand secret à Genève et ont négocié et ont trouvé une solution à tous les problèmes, enfin toutes ces questions que je viens de vous évoquer. Le paradoxe, c'est que quand ils sont rentrés chez eux, c'est-à-dire les Israéliens à Tel Aviv et à Jérusalem et les Palestiniens à Ramallah, et que Sharon et Yasser Arafat ont vu le résultat, ils ont dit bah, c'est très beau, c'est intéressant, mais ça demande tellement de concessions de part et d'autre que si on met ça sur la place publique, eh bien, on aura un extrémiste de notre propre camp qui va venir nous assassiner. Donc, ils ont mis ça au coffre, ils l'ont mis à triple tour et ils l'ont mis au congélateur et ils l'ont oublié. Mais c'est pour dire que c'est possible. Brièvement aussi pour vous dire aujourd'hui, et on revient au-dessus sur les conséquences géopolitiques. Qui sort affaibli de cette guerre en cours à Gaza? Clairement, la Jordanie. La Jordanie est en mode panique. Le roi Abdallah II de Jordanie sait qu'il ne peut pas faire la moindre concession à Israël. Et en même temps, s'il accueille les Palestiniens ou davantage de Palestiniens sur son sol, voir s'il acceptait des propositions récurrentes qui reviennent de temps en temps sur la table de confédération jordano-palestinienne, bah, il peut dire adieu à son trône, il sera passé par perte des profits. Donc c'est pour ça notamment qu'au début de la guerre, il a refusé, en fait, il a annulé le sommet quadripartite qui était proposé par les États-Unis pour essayer de se rencontrer en Jordanie pour discuter avec les Jordaniens, les Égyptiens, les Palestiniens et les Israéliens. Ceux qui en sortent affaiblis aussi, l'Égypte, pour toutes les raisons que je vous ai dit, parce que la situation socio-économique est catastrophique en Égypte. Donc les Égyptiens, à la fois pour des raisons économiques et pour des raisons politiques, ne peuvent pas se permettre d'avoir 2 millions de Gazaouis qui viennent chez eux. Alors certes, ils ont retrouvé une posture diplomatique intéressante, mais ils savent qu'ils sont sur la corde raide et qu'ils sont dans une période extrêmement dangereuse. Ceux qui sont affaiblis, bien sûr, le Liban, qui est encore plus otage du Hezbollah et encore plus otage d'Israël, puisque finalement, aujourd'hui, même si a priori, on ne peut pas dire qu'il n'y aura pas de conflit, mais disons que personne n'a réellement intérêt à allumer le conflit sur le front nord, ce serait perdant-perdant. Clairement, eux, ils sont encore plus sous la dépendance du Hezbollah de l'Iran et finalement otages de la situation régionale. Et puis Israël, c'est un point d'interrogation, c'est-à-dire est-ce que Israël va sortir affaibli de cette séquence ou pas? L'histoire le dira. Ensuite, vous avez les attentistes, c'est-à-dire ceux qui auraient pu sortir renforcés de cette séquence, mais qui ne le sont pas pour des tas de raisons. La Turquie, qui fait preuve de beaucoup d'attentisme. Au début, le président Erdogan a dit moi, je soutiens viscéralement les Palestiniens, le Hamas, et je suis prêt à les défendre et à les soutenir. Puis là, la réalité de la situation globale, notamment le fait que la situation évolue en Ukraine et que la Russie reprend l'ascendant ou semble reprendre l'ascendant en Ukraine, fait qu'il va devoir gérer une Russie, on va dire, plus assertive qu'auparavant, et donc il est beaucoup plus prudent. L'Arabie saoudite, qui était quasiment prêt à normaliser avec Israël, qui en échange attendait beaucoup de la part des États-Unis, un programme nucléaire civil, un traité de défense en bonne et due forme, et qui là, tout est gelé et qui se retrouve quand même bien, bien coincé dans une relation compliquée avec l'Iran, avec la Chine, avec les États-Unis. Les Émirats, donc, qui sont plutôt clairement en mode attente et qui ont laissé passer le coche. Et les Émirats arabes unis, qui essayent de jouer, mais qui voient qu'en fait, ils ne sont pas sur la photo. Et qu'aujourd'hui, ceux qui sont sur la photo, ce sont les Qatariens, les Égyptiens. Et comme en plus, les Émirats arabes unis soutiennent Mohamed Dahlan, je vous ai montré donc tout à l'heure à l'extrême droite sur
sur la diapositive sur la nébuleuse palestinienne, ben évidemment, ils ne peuvent pas dire je soutiens un tel, mais du coup, je suis beaucoup plus enclin à la négociation avec tous les autres. Sur la partie droite de cette carte, vous avez ceux qui clairement sont les grands bénéficiaires de cette guerre. D'abord et avant tout, clairement, l'Iran. L'Iran qui finalement a coché toutes les cases, c'est-à-dire que sans rentrer en confrontation directe avec Israël, le résultat de ce qui se passe en ce moment et de cette guerre, c'est qu'Israël se retrouve isolé, affaibli, que cette guerre fait diversion, c'est-à-dire que jusqu'au 30 septembre, les Israéliens étaient extrêmement actifs en Irak, dans la partie kurde d'Irak, dans le Caucase Sud, notamment en soutien de l'Azerbaïdjan et de la Turquie, notamment sur la guerre au Karabakh, puisque Israël a considérablement aidé l'Azerbaïdjan à récupérer le Karabakh avec une possibilité de corridor, ce qu'on appelle le corridor de Zangezur, pour relier l'Azerbaïdjan directement à la Turquie, ce qui était perçu comme une menace réelle par l'Iran. Les Israéliens très présents également aux Émirats arabes unis. Donc en fait, là, cette guerre fait que le focus, il est clairement en Israël et que les Israéliens, à échéance visible, se concentrent sur leur front intérieur. Et puis, ce qui vient de se passer montre aussi que fondamentalement, l'Iran a fait passer le message à Israël, regardez ce que le Hamas, que vous sous-estimiez notoirement, a été capable de vous faire comme dommage. Donc imaginez ce que le Hezbollah, si vous rentriez, c'est-à-dire si vous déclenchiez, vous, Israël, un affrontement majeur contre le Hezbollah, imaginez ce que le Hezbollah, qui est 10 fois plus puissant que le Hamas, serait capable de les dommages qu'il pourrait vous infliger. Donc le côté dissuasion classique. Ce qui m'amène aussi à dire qu'aujourd'hui, ni le Hezbollah ni l'Iran n'ont absolument aucun intérêt à rentrer en conflit ouvert et direct avec Israël. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans une situation où ils ont gagné et capitalisé plein de points, et donc, disons, de points sur la scène régionale. Donc, leur intérêt, c'est de faire fructifier ce capital pour accroître encore plus leur rôle incontournable et leur présence. Ils ont clairement pris la tête de, entre guillemets, la guerre médiatique et le front médiatique contre Israël, aidé en cela par le Qatar et Al Jazeera. Donc leur intérêt, c'est plutôt de laisser les autres, et notamment les milices qu'ils contrôlent indirectement, les Houthis, les milices chiites en Syrie et en Irak, titiller Israël et dire au Hezbollah, vous faites le minimum syndical au sud Liban, c'est-à-dire que vous maintenez la pression en créant des escarmouches, des tirs de missiles anti-chars, quelques roquettes. Bref, vous faites tout ce qu'il faut pour maintenir la pression sur le front nord-israélien et sud-libanais, pour obliger finalement Israël à maintenir en permanence 3 divisions mobilisées sur sa frontière nord, parce que ce sont 3 divisions qui ne sont pas actives ailleurs, notamment en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, ce qui au passage affaiblit encore plus économiquement Israël, puisque chaque semaine passée en mobilisation quasi générale, évidemment, a un coût important sur le PIB et l'économie israélienne. Et le but, c'est de ne pas franchir la ligne rouge. Les lignes rouges israéliennes, c'est clairement si demain ou après-demain, le Hezbollah lançait des vagues de missiles balistiques sur les grandes cités, les grandes villes israéliennes, ou bien pénétrer sur le territoire israélien pour s'emparer d'otages et prendre des otages qui seraient ramenés au Liban, ça, c'est la ligne rouge. Et là, ça déclencherait quasi certainement une riposte majeure israélienne. Autre bénéficiaire clairement de cette guerre, le Qatar. Le Qatar qui se positionne comme acteur diplomatique et politique et économique absolument incontournable, qui fait que depuis 2 mois, les Israéliens discutent tous les jours ou presque négocient avec les Qatariens, et que le Qatar, qui voit loin, en tout cas qui réfléchit à déjà l'après-élection présidentielle américaine, se dit si jusqu'à présent, tant que Joe Biden est au pouvoir, les démocrates aiment bien les Qatariens. Pourquoi? Parce que les Qatariens soutiennent l'islam politique via Al Jazeera, via leur réseau.
mais parce que pour la gauche américaine et les démocrates américains, finalement, les frères musulmans sont quelque part une représentation, entre guillemets, démocratique de leur point de vue de l'islam. Donc les démocrates soutiennent le Qatar, là où les républicains soutiennent en revanche l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Donc, l'émir Al-Thani, c'est que pour le moment, la phase est favorable jusqu'au 4 novembre 2024, mais que se passera-t-il après en cas d'élection de Trump? Ben là, il est en train de se positionner au centre du jeu pour dire, y compris aux républicains américains, regardez, si en admettant que le Qatar parvienne à broquer un nouvel accord de cessez-le-feu, voire même un arrêt des hostilités avec les États-Unis, peut-être même que le Qatar pourrait normaliser ses relations avec Israël avant même l'Arabie saoudite. Et donc damer le pion à l'Arabie saoudite et faire en sorte que, quel que soit le vainqueur de l'élection américaine à Washington en novembre prochain, ben en fait, le Qatar se retrouve, disons, dans une position favorable. Autre bénéficiaire, bien sûr, la Russie. La Russie, puisque tout ce qui se passe pour le moment au Moyen-Orient et en Israël, à Gaza et autour, eh bien, fait une formidable diversion sur le front ukrainien, ce qui affaiblit les Ukrainiens, puisque les Américains et les États-Unis disent bah non, la priorité, c'est aider Israël. L'Ukraine, on a déjà fait beaucoup, donc plus tard. Donc évidemment, ça a permis à la Russie et à Vladimir Poutine de reprendre en partie l'ascendant sur le front ukrainien. Et la Russie, elle mise clairement sur une victoire de Trump en novembre prochain. Et elle se dit que si tout continue comme ça, ben finalement, l'évolution n'est pas si mauvaise que ça. Et puis, il y a deux points d'interrogation, c'est les États-Unis et la Chine. Est-ce que cette guerre, finalement, sera favorable ou pas aux États-Unis et favorable ou pas à la Chine? Ben, ça, on verra. Pardon, en tant qu'historien ou qu'expert, moi, ce que je vois, c'est que les États-Unis, qui sont revenus avec un gros bâton, deux groupes aéronavals au large du Liban, d'Israël et de la mer Rouge, et qui disent clairement au Liban, au Hezbollah et à l'Iran, si vous attaquez Israël, vous avez l'aéronavale américaine qui va venir vous pilonner, c'est un message qui porte. Donc ça veut dire que les États-Unis, qui étaient plutôt perçus comme se désengageant militairement et politiquement du Moyen-Orient, sont perçus comme oui, mais ils ont toujours un gros bâton et ils savent le manier quand c'est nécessaire. Donc ça peut peut-être faire évoluer l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, qui étaient en train de regarder énormément vers la Chine et qui constatent que finalement ce ne sont pas les Chinois qui interviennent militairement ou qui sont prêts à défendre les pays de la région, mais toujours les États-Unis. Et puis la Chine, point d'interrogation, parce qu'évidemment, la Chine n'a pas pris parti dans la guerre à Gaza, c'est-à-dire n'a pas condamné le Hamas, n'a pas condamné non plus les ripostes israéliennes, donc reste neutre, et donc finalement se met dans une position de plaire à tout le monde. Et comme c'est quand même la Chine qui a réussi des coups fumants l'année passée en parvenant à faire en sorte que l'Iran et l'Arabie saoudite se normalisent leurs relations, notamment à Pékin, à intégrer dans les BRICS+, l'Iran, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, l'Égypte, l'Éthiopie. En fait, ce sont en ce moment les Chinois qui sont en train de tirer les marrons du feu peut-être de cette situation-là à suivre. Et puis en conclusion, quelques messages que je voulais vous faire passer avant donc de passer de vous passer la parole pour les questions-réponses. Je crois qu'il ne faut jamais oublier que l'avenir n'est pas écrit. Donc, que deviendra cette guerre? Qu'est-ce qui va se passer après? On ne sait pas. Il faut rester prudent parce que tout est toujours possible. Vous rappelez aussi que ça, c'est vraiment le fond de ce que je pense. Pour avoir une solution durable au conflit israélo-palestinien, c'est possible, mais il faudra une conjonction astrale favorable. C'est-à-dire qu'il faudrait au même moment des deux côtés, côté palestinien et côté israélien, des leaders visionnaires, courageux, légitimes, prêts à se sacrifier, parce que une issue, on va dire, négociée du conflit impliquera de très gros compromis et de très grosses concessions de part et d'autre.
et celui ou ceux qui prendront cette décision-là prendront un risque personnel très important. Vous rappelez aussi que l'histoire des passionnés, c'est ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui, reste d'une aide précieuse pour comprendre les événements. Et si vous voulez essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient, et notamment en Israël, il faut garder la tête froide, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se laisser entraîner dans une vision émotive des événements. Et enfin, et je conclus vraiment par là, vous vous rappelez que l'histoire montre parfois que dans le pire peut parfois émerger du meilleur. Et on a un certain nombre, on a de nombreux exemples dans l'histoire. Donc, il faut garder quand même une pointe d'optimisme. Et j'en ai terminé. Claire, un grand merci pour cette conférence et cette conclusion à la fois pleine de sagesse et une lumière d'espoir, parce qu'effectivement, dans le pire, on peut trouver une particule de bien. Il y a beaucoup de questions et on va commencer la séquence de questions-réponses. Donc, au fil de la conférence, il y a eu déjà une toute première question. Sur la route maritime du canal de Suez est aujourd'hui gravement menacée par les Houthis yéménites, commandités par l'Iran, qui visent non seulement les bateaux israéliens, mais aussi tous des pays qui passent par ces régions. C'est quand même les 20% du trafic qui va être hautement affecté. C'est une zone de transit énorme. Quelle est votre vision des conséquences de ces attaques sur les navires de commerce, entre autres, et les conséquences que ça peut avoir au niveau national, enfin au niveau du conflit en lui-même et au niveau international? Il y a eu une autre question beaucoup plus brève qui était combien de morts au Hamas, côté Hamas? Alors, si vous voulez bien, je préfère répondre question par question pour rester sur D'accord. le thème. Donc là, les outils et le canal et Et la mer Rouge, pas de problème. Alors, deux, trois choses. Un, les outils se disent, depuis le 7 octobre, on ne parle plus de nous. Donc, rappelons à tout le monde et à tous les acteurs dans la région, notamment ceux qui négocient, les Américains, les Saoudiens. Enfin, les Saoudiens, ils négocient pas beaucoup en ce moment, mais clairement les Américains, qu'on a un pouvoir de nuisance et qu'on est là. Donc, sous-entendu, c'est un petit peu le chiffon rouge en disant on est là, on existe, ne nous oubliez pas. Il y a ce côté-là. Il y a aussi le côté clairement instrumentalisation. Alors, la question de savoir quel est leur niveau de contrôle et d'instrumentalisation par l'Iran donne lieu à des tas d'analyses. Oui, clairement, évidemment, ils sont armés par l'Iran et l'Iran les conseille et est très présent sur place. De toute façon, l'Iran a au minimum en permanence un bateau militaire près d'Hodeïda, entre Hodeïda et les îles Hanish, c'est-à-dire en fait à l'extrême sud de la mer Rouge, qui joue le rôle de sonnette, qui regarde tout ce qui se passe, qui ravitaille les outils quand c'est nécessaire, et ainsi de suite. Mais le but aussi de ce côté-là des Iraniens, c'est de dire essentiellement aux Américains, parce que les Israéliens de ce côté-là ne sont pas impliqués, ils subissent, mais disons qu'ils ne sont pas les cibles premières, c'est de dire aux Américains, tant que vous ne faites pas pression suffisamment pour que Israël cesse les combats, nous, via nos proxys, on allume tous nos feux en Irak, en Syrie, au Yémen. Et de ce côté-là, enfin, pour la personne qui a posé la question, ce qui était très intéressant, c'était que pendant la semaine de cessez-le-feu, enfin de trêve, pardon, la semaine de trêve entre Israël et donc le Hamas, il y a eu zéro activité des Houthis. C'est-à-dire que, et l'activité des Houthis, les tirs de Houthis ont repris le lendemain de, de l'attaque et de l'attaque israélienne sur le sud de la bande de Gaza, juste pour montrer, tant que vous combattez, nous aussi. Et pour dire aux Israéliens, ben voilà, il va falloir que vous mobilisiez une partie de vos forces à l'extrême sud pour regarder dans cette direction-là. Et là aussi, il y a un effet de diversion. Donc voilà la réponse pour les outils, disons dans le cadre général. Donc la réponse principale, c'est
Ne nous oubliez pas, nous sommes là, donc nous ne voulons pas être finalement passés par perte des profits. Merci. La question suivante, beaucoup plus brève et directe. Combien de morts du Hamas? Si on a la réponse. Alors, du Hamas, on n'en sait rien. En tout cas, même si je suis tous les jours les chiffres, etc., j'ai pas de données très claires. On va dire le nombre de morts à Gaza, parce que dans les morts à Gaza, vous avez de la population civile, mais dans les civils, vous avez bien sûr des Hamas déclarés, des Hamas pas déclarés. Donc les chiffres aussi entre 12 000 entre 12 000 et 20 000 morts. Donc voilà. Et donc on peut estimer que la moitié des morts sont des combattants du Hamas, ou en tout cas des membres du Hamas, et l'autre moitié des civils. À rapprocher des 25 000 du début. Donc je vous disais, avant la guerre, le Hamas était estimé à, disons, un potentiel, enfin, 25 000 combattants ou support direct. Donc, sur les 3 000 qui ont lancé donc, les massacres en Israël, on estime que probablement 2000 ont été, enfin entre 1500 et 2000 ont été tués, plutôt 1500 par l'armée israélienne quand ils étaient encore sur le territoire israélien. Et donc, si on part de l'hypothèse de 12 000 morts dans Gaza même depuis le début des opérations militaires israéliennes, donc si la moitié sont des membres du Hamas, bah, c'est-à-dire que ça fait 6 000, auquel vous rajoutez les 1500 du début qui sont morts, ça fait 7 500. Donc, ça revient à dire que le Hamas aurait perdu à peu près le tiers de ses combattants. Ça, c'est en mort, sans compter les blessés. On peut penser que les blessés sont au moins autant. Mhm. Donc, ça veut dire qu'en substance, le Hamas a quand même énormément souffert, enfin souffert, je veux dire, a eu des pertes importantes, et que de ce côté-là, le narratif israélien, c'est de dire nous sommes en train de gagner. Donc, Israël fait pression sur le gouvernement américain pour dire aux États-Unis ne nous arrêtez pas maintenant parce qu'en fait, on est en train d'obtenir notre objectif. Évidemment, le problème, c'est que ça règle en rien la situation en Cisjordanie, où là, demain, la situation peut de nouveau exploser en Cisjordanie, avec des effets bien pires, évidemment, pour Israël et pour les Palestiniens de Jordanie. Je vous laisse me dire Une parce que je ne les vois pas là. Alors, une autre question qui est plutôt le regard extérieur. L'élection de Trump serait-elle favorable ou défavorable à Israël? Favorable. Alors, une autre question, comme il y a pas mal de... Voilà. Oui, un autre angle de vue encore par David Mimoun. Est-ce que vous pensez que l'attaque du 7 octobre a été pensée à Téhéran pour torpiller les accords entre Israël et l'Arabie Saoudite, ou bien est-ce une initiative du Hamas soutenue par l'Iran? C'est, je pense, une initiative du Hamas soutenue, bien sûr, par l'Iran, parce que ça fait clairement le jeu de l'Iran. Mais ce n'est pas les Iraniens qui ont dit au Hamas, vous allez attaquer tel jour, de telle manière, etc. Ce qui se dit, c'est que, enfin, ce que les services de renseignement savent, c'est que le Hamas est venu au Liban, entre guillemets, à au moins 3 reprises, présenter ses plans au Hezbollah et sans leur donner de date, mais simplement en leur disant, voilà, si jamais d'aventure le Hamas souhaitait entrer en confrontation massive avec Israël, voilà les plans qu'on a établis, sous-entendu, qu'est-ce que vous en pensez? Et donc, ils auraient bénéficié on va dire, ben, des conseils du Hezbollah et donc et très certainement donc, de forces de représentants de la force Quds iranienne, mais entre guillemets, simplement en conseil et de manière non concertée. Au passage, j'en parle à ce moment-là. C'est aussi pour ça qu'il y a eu une grosse faillite israélienne. Enfin, l'une des raisons, c'est que les décideurs israéliens, aussi bien politiques que sécuritaires, donc militaires et renseignements, avaient finalement une analyse et des préconçus faux dès le départ. C'est-à-dire que, pour faire simple, le gouvernement israélien, Netanyahou le premier, et son premier cercle sécuritaire étaient persuadés, un, que le Hamas se satisfaisait du statu quo. Euh, les faits ont montré que clairement non. Que deuxième préconçu,
en admettant même que le Hamas veuille lancer une offensive majeure contre Israël, il ne le ferait jamais, enfin, il ne le ferait que dans le cadre d'une offensive simultanée et coordonnée avec le Hezbollah, c'est-à-dire une attaque conjointe sur les deux fronts, nord et sud. Faux. Et troisième postulat de base, dans tous les cas, Israël, disaient les services de renseignement israéliens disposeraient au minimum de 48 heures de préavis, c'est-à-dire en activant tout leur réseau, pour s'apercevoir de ce qui est en train de se préparer et prendre les mesures préventives. Et donc là aussi, faux. Donc tous les éléments montrent que au niveau, on va dire, tactique ou opératif, les responsables sécuritaires israéliens, notamment des services de renseignement, ont bien noté les préparatifs et ont alerté leur chef pour leur dire il risque réellement de se passer quelque chose, vous devriez faire attention, mais qu'en fait les décideurs à la fois politiques et militaires leur aient dit non, mais finalement globalement peut-être, mais même s'ils font quelque chose, s'ils tirent 200 roquettes, on peut très bien gérer ça. Et de toute façon, les effectifs de militaires avaient été déplacés en Cisjordanie parce qu'on était dans une fête religieuse, donc les fêtes de Sukkot. C'était aussi un jour de Shabbat, donc un samedi. Tout était fermé. Donc c'est un cas quasiment similaire à la guerre du Kippour en 1973 de surprise à la fois stratégique et tactique. Et tout simplement parce que les services israéliens, en fait, s'attendait en effet à une attaque palestinienne du Hamas, mais il anticipait en fait en provenance de Cisjordanie contre les colonies israéliennes de Cisjordanie. Donc une grande partie des unités militaires de, de l'armée israélienne avaient été déplacées pendant cette période-là du sud, c'est-à-dire autour de Gaza, à la Cisjordanie. Donc en fait, pour le dire autrement, il y avait quasiment plus personne pour garder la barrière de sécurité que les Israéliens avaient construite autour de la bande de Gaza. Donc ce qui a expliqué notamment le succès initial du Hamas. Est-ce Très que vous bien. avez... Il y a d'autres questions qui Oui. arrivent sous un angle un peu différent, des personnes qui vous remercient chaleureusement pour cette conférence passionnante. Et effectivement, je crois qu'on partage tous ça, est très clair et des passionnés. Une région du monde que vous n'avez pas évoquée, c'est le rôle de l'Union européenne et aussi de la France dans ce conflit. Est-ce que on existe? Est-ce qu'on n'existe pas? C'est autour de cela. Non, je crois que l'Union européenne clairement n'existe pas, en tout cas pas en tant qu'Union européenne. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun consensus européen, mais ça c'est depuis presque toujours, sur le rapport à Israël et le rapport aux Palestiniens. Et en règle générale, le rapport au Sud et le rapport de l'Europe à son Sud. Ça ne veut pas dire que les Européens s'en désintéressent, c'est-à-dire qu'au niveau macro-européen, à Bruxelles, il n'y a aucun consensus là-dessus. En revanche, un certain nombre de pays européens ont une très bonne connaissance de la situation sur place, ont des réseaux, ont des intérêts et poussent leurs intérêts. Clairement l'Allemagne, clairement l'Italie, clairement la France, clairement la Grèce, clairement la Norvège, pour des raisons historiques, le processus d'Oslo, etc. Et le Royaume-Uni aussi. Donc ça veut dire que individuellement, l'Italie, la France, l'Allemagne peuvent faire des choses en Israël, mais là vous voyez bien que c'est le poids de l'histoire. L'Allemagne est, comment dire, à 110% derrière Israël. L'Italie beaucoup plus mesurée. Et la France était dans une position traditionnelle qui consistait à dire nous défendons le droit à la sécurité d'Israël et en même temps l'existence d'un État palestinien et donc défendait bec et ongle la situation et la posture à deux États, donc israélien et palestinien. Donc depuis une quinzaine d'années, la position française a quand même pas mal évolué pour devenir difficilement lisible par les acteurs de la région. Voilà ce que je peux vous dire. Merci. Une question sur plus les conséquences en fait de cette situation.
Avec 350 000 réservistes sous les drapeaux, combien de temps l'économie israélienne peut-elle tenir? Et n'est-ce pas la vraie limite à cette situation de conflit? Alors, c'est une très bonne question et c'est un peu ce que je vous disais dans ma présentation, c'est-à-dire que le facteur économique est crucial pour les Israéliens. Ceci étant dit, les Israéliens savent que les Américains, enfin, tant que les États-Unis sont derrière eux pour les soutenir, en termes d'investissement et en termes d'aide militaire, bon, ben, ça leur coûte cher, mais il y aura l'aide américaine derrière qui, disons, limitera les effets. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est en fait, c'est pas tellement le coût de la guerre en soi, c'est le fait que cette situation-là fait en sorte que de moins en moins de Juifs viendront s'installer en Israël, ben, tout simplement parce qu'ils disent, si c'est pour venir dans un pays où de toute façon je ne serai pas en sécurité, c'est pas très intéressant. Donc en fait, comment dire, les indicateurs à suivre, c'est pour répondre à cette question, c'est l'évolution du taux, des taux d'investissement, Mm. et notamment dans la high-tech. Et pour le moment, ils sont négatifs, alors qu'ils étaient très largement positifs. Et c'est le différentiel, enfin le solde de ce que les Israéliens appellent l'ALIA, c'est-à-dire en fait l'installation de Juifs en Israël. Et on n'a pas les, enfin moi j'ai pas les derniers chiffres, mais on peut s'attendre à ce que le solde soit négatif au lieu d'être positif. Et donc si en plus de tout ce qui se passe, Netanyahou doit expliquer à sa population que Israël perd du PIB à cause de la mobilisation, et là aussi ça rebondit sur la question des outils, parce que bien évidemment interdire entre guillemets ou en tout cas menacer la mer Rouge, c'est forcer les compagnies maritimes à, d'abord les compagnies pardon, d'assurance à augmenter de manière énorme les primes d'assurance, donc à décourager le commerce maritime en passant par la mer Rouge, et notamment ce qui affaiblit à la fois un petit peu l'Arabie Saoudite, mais beaucoup l'Égypte, pour faire pression bien entendu sur l'Égypte, et indirectement et évidemment pour faire pression économique aussi sur Israël. Donc oui, ces deux critères-là, c'est-à-dire l'économie, le seuil d'investissement, enfin, le taux d'investissement et le solde positif ou négatif de l'immigration en Israël est crucial. Merci. C'est à vous remercier chaleureusement pour cette conférence extrêmement éclairante que vous avez terminée sur une note d'espoir. Ça m'amène, j'y pense juste là. J'ai lu ce week-end une interview que Ehud Barak, ancien Premier ministre israélien, ancien chef d'état-major et ministre de la Défense, a fait au point dans le point de la semaine dernière. Et il résume très bien la situation, aussi bien du côté israélien que palestinien. Et c'est un mot pour terminer. Il dit en substance, les défis sont XXL. Et le problème, c'est que la classe politique israélienne et palestinienne n'est que de taille M. Merci beaucoup, Pierre, et il me reste à souhaiter à tout le monde de très joyeuses fêtes et à passer la parole au président Jean Amiot, président de l'AAT, pour la Farwell Adresse. Merci beaucoup, Valérie. Professeur, je dois dire que au nom de 3AEDI HEDN et de l'Association de l'armement terrestre, je tiens à vous remercier de cette extraordinaire conférence qui nous a tous extrêmement intéressés. Je pense que parmi tous les gens qui étaient présents à cette conférence, tout le monde pensait maîtriser le sujet et je peux constater que véritablement, vous avez su synthétiser, présenter tous les éléments, voire beaucoup d'éléments qui manquaient et qui pouvaient manquer à notre réflexion. Les auditeurs ont été particulièrement intéressés. Merci encore pour cette conférence. J'espère que tous les auditeurs seront comme moi et diront, ça y est, on a enfin bien maîtrisé, on maîtrise bien le sujet, mais j'espère que demain matin, au réveil, on ne soit pas, j'ai peur qu'on soit un petit peu plus flou et qu'on se dise, tiens, il faudrait la réécouter, cette conférence, pour vraiment être sûr que l'on a tout bien saisi de l'ensemble des problématiques qui nous ont été présentées. Merci encore
de nous avoir consacré tout ce temps et ben, au plaisir de vous rencontrer à nouveau pour une autre conférence ou dans une autre occasion. Merci Avec beaucoup. plaisir et merci à vous. Et bonne fête à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, joyeuses fêtes. Et on se Joyeuses fêtes à tous. retrouvera le 16 janvier pour éthique et compliance et industrie de défense, une table ronde, cette fois en direct de l'école militaire.